La flûte de champagne tremblait dans la main de Victoria, tandis qu'elle le regardait traverser le restaurant d'un pas assuré, comme s'il était le maître du monde. Et peut-être l'était-il, du moins dans ce coin-là. La lumière dorée des lustres en cristal se reflétait sur les bords de son costume parfaitement taillé, projetant des ombres qui le faisaient ressembler moins à un homme qu'à une force de la nature. Marcus Blackwell. Son nom seul pouvait faire fluctuer les cours de la bourse et renverser des gouvernements. Mais ce soir-là, dans l'élégance feutrée du Bernardin, il n'était qu'un client parmi d'autres. Du moins, c'est ce que pensait Victoria. Elle ajusta son uniforme noir, lissant le tissu qui avait connu des jours meilleurs. Après 3 ans passés à servir dans le restaurant le plus exclusif de New York, elle se sentait toujours comme une imposteur parmi les colonnes de marbre et les tapisseries de soie. Les riches élites qui dînaient ici parlaient à voix basse de fusion et d'acquisition, leur voix portant le poids de décisions qui pouvaient remodeler des industries entières. Victoria avait appris à devenir invisible, une ombre se déplaçant entre les tables, recueillant des fragments de conversation qui révélaient le véritable coût du pouvoir. Ce soir, l'atmosphère était différente. L'air lui-même semblait chargé, électrique d'anticipation. Marcus Blackwell n'avait pas réservé. Les hommes comme lui n'en avaient pas besoin. Ils apparaissaient simplement, et le monde se réorganisait autour d'eux. Le maître d'hôtel s'était pratiquement incliné lorsqu'il avait franchi la porte, le conduisant à la table d'honneur près de la fenêtre, où les lumières de la ville peignaient des chefs-d'œuvre abstraits sur la vitre. Victoria l'observait depuis l'autre bout de la salle à manger, tandis qu'il s'installait dans son fauteuil, ses mouvements économes et précis. Tout chez Marcus Blackwell était calculé. La façon dont il posait son téléphone sur la nappe en lin blanc, la manière dont il scrutait la pièce, cataloguant les visages et les relations avec l'efficacité froide d'un prédateur évaluant sa proie. Elle avait déjà servi des hommes comme lui. Des titans de l'industrie qui portèrent leur richesse comme une armure, s'isolant ainsi des réalités chaotiques de l'existence humaine ordinaire. Mais ce soir, il y avait autre chose. Quelque chose qui faisait battre son cœur plus vite et aiguisait son instinct. Peut-être était-ce la façon dont ses doigts tambourinaient sur la table, à un rythme qui semblait presque nerveux. Ou peut-être était-ce le fait qu'il jetait sans cesse des coups d'œil vers les portes de la cuisine, comme s'il attendait quelqu'un. Marcus Blackwell attendait quelque chose. Et d'après l'expérience de Victoria, lorsque les milliardaires attendaient, le reste du monde retenait son souffle. Le restaurant bourdonnait de sa symphonie habituelle du soir. Le tintement doux des couverts contre la porcelaine fine, le murmure des conversations menées en plusieurs langues, les instructions chuchotées par le sommelier alors qu'il présentait une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que le salaire mensuel de Victoria. Mais sous tout cela, elle sentait une tension sous-jacente, comme l'instant qui précède un coup de tonnerre. Son chef de station, Philippe, apparut à ses côtés avec une efficacité fantomatique qui l'avait rendu légendaire parmi le personnel. Son accent français enveloppait les mots anglais comme de la soie enveloppe l'acier. Victoria, table 12. Le monsieur vous a spécifiquement demandé. Ses sourcils se levèrent légèrement, indiquant subtilement que cela était à la fois inhabituel et significatif. En 3 ans, aucun client ne l'avait jamais demandé par son nom. Elle n'était pas le genre de serveuse qui attirait l'attention. Elle était compétente, professionnelle, invisible. Exactement comme elle l'aimait. A-t-il dit pourquoi demanda Victoria, même si elle soupçonnait déjà la réponse. L'expression de Philippe resta soigneusement neutre. Il a dit qu'il appréciait la discrétion et que vous comprendriez ce que cela signifiait. Ces mots lui donnèrent des frissons dans le dos. La discrétion. Dans son monde, ce mot avait du poids. Il signifiait secret. Il signifiait silence. Il signifiait que quoi qu'il allait se passer, cela ne serait enregistré dans aucun document officiel. Victoria traversa la salle à Montroche
salle à manger, se faufilant entre les tables, où les hommes d'affaires influents et les mondains se livraient à leurs jeux complexes d'influence et de manipulation. Elle saisit des bribes de conversation au passage. Une héritière de l'industrie pharmaceutique discutait des retards dans les essais cliniques qui coûteraient des vies mais feraient gagner des millions à son entreprise. Un magnate de la technologie riait des violations de la vie privée qui avaient fait de lui l'un des plus jeunes milliardaires de l'histoire. Un entrepreneur du secteur de la défense expliquait comment la dernière crise internationale allait booster ses prévisions trimestrielles. C'était désormais son univers, non par choix, mais par nécessité. Après que l'entreprise de construction de son père eut sombré sous le poids de pratiques de prêts abusives, après que les frais médicaux de sa mère eurent englouti le peu d'économies qui leur restait, après que la bourse qui devait la sortir de la pauvreté eût été discrètement révoquée en raison de contraintes budgétaires, Victoria avait compris que survivre signifiait parfois servir ceux-là même qui avaient détruit tout ce qui lui était cher. Elle s'approcha de la table 12 avec le sourire habituel qui faisait désormais partie intégrante de son uniforme, au même titre que son tablier blanc amidonné. Mais alors qu'elle s'approchait, quelque chose la fit trébucher. Marcus Blackwell ne regardait pas son téléphone et ne scrutait pas la salle avec son regard prédateur habituel. Il la fixait droit dans les yeux. Et dans son regard, elle vit quelque chose qui lui glaça le sang, la reconnaissance. « Bonsoir, monsieur Blackwell, dit-elle d'une voix calme, malgré les battements de son cœur. Je m'appelle Victoria. Je crois comprendre que vous m'avez spécifiquement demandé. Il ne répondit pas immédiatement. Au lieu de cela, il continua à étudier son visage avec une intensité qui la fit se sentir exposée, vulnérable. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix dégageait une autorité tranquille, capable de faire taire les salles de réunion et de renverser des gouvernements. « Victoria Chen, dit-il, et la façon dont il prononça son nom complet indiquait clairement qu'il ne s'agissait pas d'une supposition. Diplômée major de promotion de Columbia, avec un diplôme en journalisme d'investigation. Fille de Robert Chen, propriétaire de Chen Construction, jusqu'à ce que celle-ci soit rachetée par Meridian Holdings dans le cadre d'un rachat par endettement qui l'a laissée ruinée et brisée. Sœur de David Chen, décédée en attendant une transplantation cardiaque que l'assurance n'a pas approuvée. Chaque mot la frappait comme un coup physique. Il savait. D'une manière ou d'une autre, impossible, il savait tout. « Je suis désolé, monsieur, mais je pense que vous me confondez avec quelqu'un d'autre », parvint à dire Victoria, bien que sa voix trahît son mensonge. Le sourire de Marcus Blackwell était tranchant comme une lame, et 2 fois plus dangereux. « Oh, je ne pense pas. Vous voyez, Victoria, je me fais un devoir de tout savoir sur tous ceux qui pourraient me poser problème. Et vous, ma chère, vous avez été un problème très persistant. » Ces mots restèrent suspendus entre eux comme un défi. Victoria sentit monter en elle cette poussée d'adrénaline familière qui l'avait autrefois poussée à traquer les politiciens corrompus et à dénoncer les malversations des entreprises. Le même instinct qui avait fait d'elle l'une des jeunes journalistes les plus prometteuses de sa génération avant que tout ne s'écroule, avant qu'elle n'apprenne que la vérité était un luxe qu'elle ne pouvait plus se permettre. « Je ne suis qu'une serveuse, monsieur Blackwell, dit-elle, retombant dans le masque de servilité qui l'avait protégée pendant 3 ans. Mais il n'y croyait pas. Au contraire, son sourire s'élargit. « Vraiment ? Parce que mes sources me disent qu'une certaine Victoria Chen a posé des questions très intéressantes sur Meridian Holdings. Des questions sur les stratégies d'acquisition et les rachats par endettement. Des questions sur les morts mystérieuses de lanceurs d'alerte et les disparitions opportunes de témoins clés. » La main de Victoria se posa instinctivement sur le petit appareil d'enregistrement caché dans la poche de son tablier. Celui dont elle pensait que personne ne connaissait l'existence. Celui qui avait enregistré des dizaines de conversations au cours des derniers mois. Tandis qu'elle montait lentement et minutieusement un dossier susceptible de faire tomber l'une des plus puissantes entreprises au monde.
Mais les paroles suivantes de Marcus Blackwell brisèrent tout espoir de confidentialité auquel elle aurait pu s'accrocher. Je suis au courant pour l'enregistreur, Victoria. Tout comme je suis au courant pour le coffre-fort, où vous conservez des copies de tout. Tout comme je suis au courant pour le journaliste d'investigation du Washington Post, qui vous aide à rassembler des preuves. Sa voix se réduisit à un murmure qui, d'une certaine manière, était plus menaçant qu'un cri. Pensiez-vous vraiment pouvoir enquêter sur moi sans que je le sache? Le restaurant autour d'eux continuait à jouer son élégante pantomime de civilisation. Mais Victoria avait l'impression qu'elle et Marcus Blackwell existaient dans une bulle de tension qui les séparait du reste du monde. Elle était piégée, exposée, prise dans une toile dans laquelle elle n'avait même pas réalisé qu'elle s'était aventurée. Mais quelque chose dans son attitude, un subtil changement dans son expression, lui disait que cette conversation était loin d'être terminée. La question maintenant, poursuivit Marcus Blackwell, les doigts toujours tambourinant nerveusement sur la nappe, c'est ce que nous allons faire à ce sujet. Vous voyez, Victoria, je ne vous ai pas invité ici ce soir pour vous menacer. Je vous ai invité ici parce que j'ai besoin de votre aide. Ces mots étaient si inattendus, si complètement contraires à tout ce qu'elle avait anticipé, que Victoria recula d'un pas. Mon aide? Répéta-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Marcus Blackwell acquiesça, et pour la première fois depuis qu'il était entré dans le restaurant, son masque de confiance suprême sembla légèrement se fissurer. Dites-moi, Victoria, que savez-vous de ma fille? La question resta suspendue dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. L'esprit de Victoria s'emballa, passant en revue des mois de recherche, d'innombrables documents et des conversations chuchotées dans des coins sombres. Marcus Blackwell avait une fille. Elle le savait grâce aux pages mondaines et au profil professionnel. Helena Blackwell, 22 ans, diplômée de Stanford, héritière présomptive d'un empire financier, valant plus que le PIB de la plupart des pays. Mais quel rapport cela pouvait-il bien avoir avec quoi que ce soit? Je sais qu'elle existe, dit Victoria avec prudence, observant son visage à la recherche d'un signe, d'une fissure dans son masque. Je sais qu'elle est préparée à prendre la tête de Blackwell Industries. Au-delà de cela, votre famille reste remarquablement discrète. Ce n'était pas tout à fait vrai. Victoria avait creusé plus profondément que la plupart des gens, suivant les traces laissées dans les documents et les dossiers de l'entreprise qui brossaient le portrait d'une jeune femme prise entre les attentes et la rébellion. Mais elle n'était pas prête à révéler l'étendue de ses connaissances. Pas encore. Marcus se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à murmurer. Helena a disparu il y a 3 semaines, sans laisser de traces. Pas de demande de rançon, pas de message cryptique, rien. Un jour, elle assistait à des réunions du conseil d'administration et à des galas de charité. Le lendemain, elle avait disparu. Cette confession semblait lui coûter quelque chose. Victoria vit le masque d'invincibilité glisser davantage, révélant des aperçus de quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir chez un homme comme Marcus Blackwell. De la peur. Avez-vous contacté le FBI, la police? Demanda Victoria, même si elle soupçonnait déjà la réponse. Les hommes comme Marcus Blackwell ne confiaient pas leurs secrets de famille aux forces de l'ordre. Ils avaient leurs propres armées d'enquêteurs privés et de consultants en sécurité, des gens qui comprenaient que certains problèmes nécessitaient des solutions qui dépassaient les limites des procédures légales. Bien sûr que oui, rétorqua-t-il sèchement, sa vulnérabilité momentanée disparaissant derrière un mur d'irritation. Mais il traite ça comme une affaire de personnes disparues. Il pense qu'elle traverse une sorte de crise de la vingtaine, une phase de rébellion. Ils ne comprennent pas qu'Helena n'est pas du genre à s'enfuir. Elle est méthodique, responsable, disciplinée. Tout ce que je lui ai appris à être. Les derniers mots avaient une connotation amère, comme s'il commençait à se demander si ses leçons avaient été les bonnes. Victoria se surprit à se pencher vers lui, malgré son instinct qui lui criait de garder ses distances. Ce n'était pas la conversation à laquelle elle s'attendait lorsqu'elle avait traversé la salle à manger.
Ce n'était pas la confrontation à laquelle elle s'était préparée pendant des mois d'enquête minutieuse, mais quelque chose dans l'attitude de Marcus Blackwell, une certaine désespérance sous son apparence autoritaire, la fit hésiter. « Pourquoi moi ?» demanda-t-elle. « Vous disposez de ressources dont je ne pourrais même pas rêver. Des détectives privés, des sociétés de sécurité, des contacts au sein du gouvernement. Pourquoi auriez-vous besoin d'une serveuse qui était autrefois journaliste ?» La question sembla le prendre au dépourvu, et pendant un instant, il eut l'air presque surpris par sa propre réponse. « Parce que, dit-il lentement, comme s'il réfléchissait lui-même à la logique, Elena a parlé de vous, pas en citant votre nom, mais elle a décrit quelqu'un, une jeune femme travaillant dans ce restaurant qui posait les bonnes questions. Quelqu'un qui comprenait que la véritable histoire n'était jamais celle qui était racontée en public. » Ses doigts avaient cessé de tambouriner nerveusement et ses mains reposaient à plat sur le lin blanc. Elle a dit que cette personne lui rappelait quelqu'un qu'elle était autrefois, avant que les responsabilités et les attentes ne deviennent trop lourdes à porter. Cette révélation frappa Victoria comme un coup physique. Helena Blackwell l'avait remarqué. Elle avait vu, à travers le masque d'invisibilité soigneusement construit, que Victoria portait comme une armure. D'une manière ou d'une autre, la fille de l'un des hommes les plus puissants du monde avait reconnu une âme sœur dans une serveuse qui servait du champagne et du caviar à des gens qui ne la considéraient que comme un élément du décor. Elle enquêtait sur quelque chose, dit Victoria, les pièces du puzzle commençant à s'assembler. Quelque chose en rapport avec Blackwell Industries. Quelque chose qui l'a fait disparaître. Ce n'était pas une question. Le regard de Marcus Blackwell confirmait ce qu'elle savait déjà. Helena n'avait pas disparu à cause d'une phase de rébellion ou d'une crise de la vingtaine. Elle était tombée sur quelque chose de dangereux, quelque chose qui valait la peine de tuer. Marcus acquiesça lentement, le visage grave. « Elle est venue me voir il y a 6 mois avec des questions sur certaines de nos filiales. Des acquisitions qui n'avaient aucun sens sur le plan financier. Des sociétés écrans sans objet apparent. Des mouvements d'argent passant par des canaux qui semblaient conçus pour obscurcir plutôt que faciliter les choses. » Il fit une pause, semblant peser ses mots avec soin. Je lui ai dit de laisser tomber. Que certains aspects des affaires exigeaient un certain niveau de complexité pour naviguer entre les exigences réglementaires. Je pensais que cela mettrait fin à l'affaire. Mais cela n'avait pas été le cas. Victoria voyait l'histoire se dérouler dans son esprit comme les images d'un film qui se mettent en place. Une jeune femme, élevée dans le privilège, mais dotée d'une boussole morale qui refusait tout compromis. Des questions que l'autorité paternelle ne pouvait étouffer. Une enquête qui l'avait conduite sur des chemins que son père espérait garder secrets à jamais. « Elle a découvert quelque chose, » dit Victoria, son instinct de journaliste désormais pleinement éveillé. Quelque chose qui menaçait non seulement Blackwell Industries, mais tout ce que vous avez construit. Et lorsqu'elle a tenté de le révéler, quelqu'un l'a fait disparaître. L'accusation planait entre eux comme une arme chargée. Marcus Blackwell pouvait nier, prétendre ignorer ou clamer son innocence. Mais Victoria avait appris à déchiffrer le langage subtil de la culpabilité et de la complicité que les hommes puissants employaient lorsque leur monde soigneusement construit commençait à s'effondrer. Au lieu de nier, Marcus fit quelque chose qui la surprit. Il rit. C'était un rire amer et creux, dépourvu de toute trace d'humour. « Tu penses que j'ai fait tuer ma propre fille pour protéger mes intérêts commerciaux ?» demanda-t-il d'une voix chargée de ce qui semblait être du chagrin. « Victoria, tu ne comprends manifestement pas la situation dans laquelle tu t'es fourrée. Je ne suis pas le méchant dans cette histoire. Je ne suis qu'une victime parmi d'autres. » Ces mots firent frissonner Victoria, et cela n'avait rien à voir avec la climatisation du restaurant. Si Marcus Blackwell, l'un des hommes les plus puissants d'Amérique, se considérait comme une victime, qu'en était-il alors de tous les autres? Quelle force était à l'œuvre pour réduire un milliardaire à demander l'aide d'une serveuse équipée
d'un enregistreur caché et d'un coffre-fort rempli de preuves. Alors qui l'est demanda-t-elle, même si une partie d'elle-même savait déjà que la réponse allait tout changer. Marcus Blackwell regarda autour de lui dans la salle à manger, ses yeux cataloguant les visages et évaluant les menaces avec l'efficacité paranoïaque d'un homme qui avait appris que les ennemis pouvaient porter le masque d'amis et d'alliés. Avez-vous déjà entendu parler du consortium demanda-t-il d'une voix si basse que Victoria dut tendre l'oreille pour l'entendre, malgré le murmure des conversations aux tables voisines. Elle secoua la tête bien que ce mot ait déclenché une alerte dans son système nerveux. Il semblait être le genre de nom qui existait dans l'ombre, dans les conversations chuchotées entre des personnes qui comprenaient que certaines vérités étaient trop dangereuses pour être dites à voix haute. Il y a 20 ans, un groupe d'individus s'est réuni autour d'un principe simple, poursuivit Marcus, choisissant ses mots avec soin. Ils estimaient que la démocratie était inefficace, que la volonté du peuple était trop chaotique et imprévisible pour guider les décisions importantes en matière d'économie, de politique étrangère et de développement social. Ils ont décidé qu'un groupe plus restreint d'individus éclairés devrait plutôt prendre ces décisions. Victoria sentit son sang se glacer lorsqu'elle comprit les implications. « Un gouvernement de l'ombre », murmura-t-elle. Marcus acquiesça d'un air sombre. Plus que cela. Une économie de l'ombre, un système judiciaire de l'ombre, tout est de l'ombre. Il ne se contente pas d'influencer la politique, il la crée. Ils ne se contentent pas de manipuler les marchés. Ils sont le marché. Et quiconque menace de révéler leur existence. Il ne termina pas sa phrase. Il n'en avait pas besoin. Helena a trouvé des preuves de l'existence du consortium, dit Victoria, comprenant soudainement tout comme si on lui avait versé de l'eau glacée dans le dos. Elle a découvert que Blackwell Industries n'est pas seulement un empire financier. C'est une façade, un moyen pour ce groupe de transférer de l'argent et d'exercer son influence sans que personne ne puisse remonter jusqu'à eux. Le silence de Marcus était une confirmation suffisante. Sa fille avait hérité de son intelligence et de son dynamisme, mais elle avait également hérité de quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps. Une conscience qui refusait d'être achetée ou réduite au silence. Elle a d'abord essayé de venir me voir, dit Marcus, la voix lourde de regret. Elle m'a apporté des documents, des enregistrements, des dossiers financiers qui montraient à quel point les liens étaient profonds. Elle voulait croire que j'ignorais ce qui se passait, que j'avais été manipulé comme tout le monde. Il serre les poings sur la nappe. Mais je n'ai pas pu lui donner cette satisfaction. Parce que la vérité, Victoria, c'est que je suis au courant pour le consortium depuis 15 ans. J'ai été leur complice volontaire dans des crimes qui feraient passer ton enquête sur Meridian Holdings pour une simple infraction au code de la route. Cette confession flottait entre eux comme un nuage empoisonné. Victoria sentit le poids de cette révélation s'abattre sur ses épaules, l'écrasant jusqu'à l'empêcher de respirer. Tout ce qu'elle croyait savoir sur Marcus Blackwell, sur Blackwell Industries, sur la nature même du pouvoir, venait d'être balayé pour révéler quelque chose de bien plus sinistre. « Pourquoi me dites-vous cela ?» demanda-t-elle, même si elle commençait à comprendre la réponse. Marcus Blackwell ne se confiait pas par culpabilité ou par remords. Il cherchait à la recruter, à l'enrôler dans une guerre qui avait déjà coûté la vie à sa fille et qui en coûterait probablement beaucoup d'autres avant de prendre fin. Parce qu'Helena a laissé quelque chose derrière elle, dit-il en fouillant dans la poche de sa veste et en sortant une petite clé USB. Quelque chose que le consortium tuerait pour mettre la main dessus. Quelque chose qui pourrait faire tomber non seulement moi, mais tous les membres de leur organisation. Tous les politiciens qu'ils possèdent, tous les juges qu'ils ont achetés, toutes les entreprises qu'ils contrôlent. Il posa la clé sur la table entre eux et Victoria la fixa comme s'il s'agissait d'une arme chargée. Elle l'a caché là où elle savait que je le trouverais, mais elle savait aussi que je n'aurais jamais le courage de l'utiliser.
Elle l'a laissé pour quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui aurait les compétences nécessaires pour comprendre son contenu et l'intégrité pour agir en conséquence. Il croisa son regard à travers la table. Quelqu'un comme vous, Victoria. Quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il était prêt à tout risquer pour la vérité. Donc, la main de Victoria tremblait lorsqu'elle saisit la clé USB, ses doigts se refermant sur ce petit morceau de plastique et de métal qui contenait suffisamment d'informations pour bouleverser le monde. Ou la faire tuer. Probablement les deux. Mais lorsqu'elle plongea son regard dans celui de Marcus Blackwell, elle y vit quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à trouver. De l'espoir. Un espoir désespéré et fragile, que peut-être, juste peut-être, le sacrifice de sa fille ne serait pas vain. La salle à manger autour d'eux continuait son élégante comédie, mais Victoria savait que rien ne serait plus jamais pareil. Elle avait franchi ce soir-là une ligne qu'il était impossible de retraverser. Elle tenait entre ses mains le pouvoir de révéler une conspiration qui touchait tous les aspects de la vie américaine. Et elle savait qu'à partir de cet instant, elle serait condamnée à mort par des forces capables de faire disparaître des gens sans laisser le moindre trace. Mais Helena Blackwell lui avait confié ce fardeau. Une jeune femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, qui avait vu en une serveuse quelque chose que Victoria elle-même n'avait pas reconnu. Le courage de tenir tête au pouvoir, aussi absolu soit-il. La détermination de rechercher la vérité, aussi dangereuse soit-elle. Victoria glissa la clé USB dans la poche de son tablier, sentant son poids comme une pierre contre sa poitrine. Ce simple geste sembla transformer l'atmosphère autour d'eux, la chargeant d'électricité et de danger. Elle leva les yeux et vit Marcus qui l'observait avec une expression qu'elle ne parvenait pas tout à fait à déchiffrer. Un mélange de soulagement et de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Il y a autre chose que vous devez savoir, dit-il, sa voix à peine audible au milieu du bruit ambiant du restaurant. Helena ne travaillait pas seule. Elle avait l'aide de quelqu'un au sein même du consortium. Quelqu'un qui fournissait des informations à certains journalistes et enquêteurs depuis des années. Le pouls de Victoria s'accéléra. Un lanceur d'alerte? Plus que cela, quelqu'un de suffisamment haut placé dans la hiérarchie pour avoir accès à leurs opérations les plus sensibles. Helena l'appelait Phénix, quelqu'un qui renaissait de ses cendres pour tenter de rétablir la justice. Marcus marqua une pause, jetant un regard autour de lui, avec la paranoïa d'un homme qui savait que ses ennemis pouvaient être n'importe où. Phénix a contacté Helena il y a 6 mois. C'est ainsi qu'elle a découvert l'existence du consortium. Cette révélation bouleversa Victoria. Si quelqu'un à l'intérieur était prêt à dévoiler le complot, alors l'enquête d'Helena n'était pas le pari désespéré d'une jeune femme idéaliste. Elle faisait partie d'un plan plus vaste, d'un effort coordonné visant à démanteler une organisation qui opérait dans l'ombre depuis 2 décennies. « Comment puis-je contacter Phénix ?» demanda Victoria, même si elle se doutait que la réponse ne serait pas simple. Marcus secoua lentement la tête. « Vous ne le contactez pas. C'est Phénix qui vous contacte. » Helena a laissé des instructions précises sur le disque dur, expliquant comment cela fonctionnerait. Des boîtes mortes, des messages codés, des protocoles qu'elle a mis des mois à élaborer. Son expression s'assombrit. « Mais vous devez comprendre une chose, Victoria. Phénix prend d'énormes risques. Si le consortium découvre leur identité, ils ne disparaîtront pas simplement sans faire de bruit. Ils serviront d'exemple, d'avertissement à tous ceux qui pourraient envisager de trahir l'organisation. » Victoria sentit un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Elle entrait dans un monde où le pouvoir fonctionnait selon des règles qu'elle comprenait à peine, où les enjeux n'étaient pas non pas seulement des carrières ou des réputations, mais des vies. Pourtant, quelque chose en elle, une étincelle que 3 ans passés à servir des tables n'avait pas tout à fait éteinte, répondait à ce défi avec une farouche détermination. « Que contient exactement cette clé USB ?» demanda-t-elle, ses doigts se déplaçant inconsciemment pour toucher le petit appareil à travers le tissu de son tablier.
Marcus se pencha en arrière sur sa chaise, le regard lointain. Tout. Des documents financiers montrant comment le consortium a manipulé les marchés pendant 20 ans. Des registres de communication révélant leur influence sur les élections présidentielles, les nominations à la Cour suprême, les décisions de politique étrangère. Des preuves vidéo de réunions où ils se sont littéralement répartis le contrôle de diverses industries comme des seigneurs féodaux se partageant un territoire. L'ampleur du phénomène était stupéfiante. Victoria avait passé des mois à enquêter sur ce qu'elle pensait être de la corruption au sein de Meridian Holdings, pour finalement découvrir qu'elle n'avait examiné qu'un seul fil d'une toile qui englobait toute la structure du pouvoir de la société américaine. Pourquoi maintenant, insista-t-elle? Si cette organisation fonctionne avec succès depuis 20 ans, qu'est-ce qui a changé? Pourquoi Phoenix est-il prêt à tout risquer pour les dénoncer? L'expression de Marcus s'assombrit, parce qu'ils accélèrent leur calendrier. Pendant 2 décennies, ils se sont contentés d'opérer dans l'ombre, influençant subtilement les événements, entretenant l'illusion que les institutions démocratiques fonctionnaient toujours. Mais quelque chose a changé au cours de l'année dernière. Ils sont devenus plus agressifs, plus directs dans leurs interventions. Il marqua une pause, semblant peser ses mots avec soin. Il y a des rumeurs concernant ce qu'ils appellent le protocole final, un plan visant à abandonner complètement le simulacre de gouvernance démocratique, à révéler leur véritable pouvoir et à éliminer toute opposition restante. Sa voix se réduisit à un murmure à peine audible. Phoenix pense qu'ils se préparent à le mettre en œuvre dans les 6 prochains mois. Victoria sentit le sang se retirer de son visage. Les implications étaient trop vastes, trop terrifiantes pour être pleinement comprises. Un gouvernement fantôme sortant de l'ombre, abandonnant la subtilité au profit d'un contrôle ouvert. Cela ressemblait au scénario d'un thriller paranoïaque, sauf qu'elle détenait la preuve que tout cela était bien réel. Helena a essayé de les arrêter, poursuivit Marcus. Elle pensait que si elle pouvait dénoncer le consortium avant qu'il ne mette en œuvre le protocole final, elle pourrait rallier suffisamment d'opposition pour l'empêcher. Elle s'est trompée sur un point, cependant. Elle pensait que je me tiendrais à ses côtés le moment venu. Cette confession planait entre eux comme une accusation. Victoria scruta son visage, cherchant des traces de l'homme qui avait laissé sa propre fille disparaître, plutôt que de risquer de perdre sa position confortable au sein du complot. Mais elle découvrit quelque chose de plus complexe, un mélange de chagrin, de culpabilité et de ce qui semblait être un véritable regret. « Mais tu es prêt à me soutenir ?» demanda-t-elle. Marcus eut un rire amer. « Je suis un homme mort, Victoria. Dès qu'Helena a disparu, je suis devenu un boulet pour le consortium. Ils ne me gardent en vie que tant que je peux leur être utile pour localiser cette clé USB. Dès qu'ils se rendront compte que je te l'ai donnée, je rejoindrai ma fille là où elle est partie. » La désinvolture avec laquelle il parlait de sa mort imminente fit frissonner Victoria. Ce n'était pas le discours désespéré d'un homme qui essayait de la manipuler pour qu'elle l'aide. C'était l'acceptation résignée de quelqu'un qui comprenait que ses choix l'avaient acculé dans une impasse sans issue. « Alors pourquoi ?» commença-t-elle, mais Marcus l'interrompit d'un geste. Parce qu'Helena avait raison sur un point. Elle disait que le pouvoir sans conscience finit inévitablement par se détruire lui-même. Le consortium est devenu tellement sûr de son contrôle qu'il en est devenu négligent. Ses membres se croient intouchables. Cette arrogance causera leur perte, mais seulement si quelqu'un capable d'en tirer parti se présente. Victoria sentit le poids des attentes peser sur ses épaules comme un fardeau physique. Elle pensa à son père, brisé par les forces mêmes auxquelles elle était maintenant appelée à faire face. À son frère, mort parce que les compagnies d'assurance avaient fait passer le profit avant la vie humaine. À toutes les petites injustices et cruautés quotidiennes qui avaient façonné son monde et qui se révélèrent soudain être les symptômes d'un mal beaucoup plus grand. « Il y a autre chose, » dit Marcus, d'une voix empreinte d'urgence.
Quelque chose qu'Elena a découvert à ton sujet en particulier. C'est pourquoi elle savait que tu étais la personne idéale pour mener cela à bien. Victoria sentit son sang se glacer. Que veux-tu dire? L'entreprise de ton père n'a pas été détruite par les forces aléatoires du marché ou par des pratiques de prêt abusives. Chen Construction a été spécifiquement prise pour cible par le consortium parce que ton père a refusé de participer à un système de collusion qui aurait gonflé les coûts d'une série de projets de travaux publics. Ils ont fait de lui un exemple pour dissuader d'autres entrepreneurs de faire preuve d'une intégrité similaire. Ces mots frappèrent Victoria comme des coups physiques. La destruction de son père n'avait pas été un dommage collatéral dans la machine impitoyable du capitalisme. Il s'agissait d'une punition délibérée et calculée pour avoir refusé de compromettre ses principes. Tout ce que sa famille avait enduré, tout ce qu'elle avait subi, pouvait être attribué à une décision prise dans une salle de réunion obscure par des personnes qui traitaient les vies humaines comme des pions d'échecs. La mort de ton frère était encore plus directe, poursuivit Marcus sans remords. La compagnie d'assurance qui a refusé de couvrir sa greffe, elle appartient à une société écran du consortium. Ils utilisent le rationnement des soins de santé comme un outil de contrôle social, déterminant qui vit et qui meurt en fonction de leur évaluation de la valeur individuelle de chacun pour le système. Victoria sentit la rage monter en elle, une fureur brûlante qui menaçait de submerger le sang-froid qu'elle s'efforçait de conserver. Le consortium n'avait pas seulement volé l'avenir de sa famille, il avait assassiné son frère aussi sûrement que s'il lui avait mis un pistolet sur la tempe. Et il avait agi derrière les couches de bureaucratie d'entreprise et la complexité réglementaire qui rendaient ces crimes invisibles aux yeux de ses victimes. Elena a trouvé les dossiers, dit Marcus doucement. Chaque décision, chaque refus, chaque cruauté calculée. Elle était en train de constituer une base de données complète sur les victimes du consortium, avec l'intention de les nommer toutes lorsqu'elle rendrait l'affaire publique. Elle voulait que le monde comprenne qu'il ne s'agissait pas seulement de concepts abstraits, comme la démocratie et la liberté. Il s'agissait de personnes réelles dont la vie avait été détruite par un système conçu pour profiter à quelques-uns, au détriment du plus grand nombre. Victoria ferma les yeux, luttant contre des larmes qui étaient à la fois de chagrin et de rage. Quand elle les rouvrit, Marcus la regardait avec ce qui pouvait passer pour de la compassion. « Je sais ce que je vous demande, dit-il. Je sais ce que cela va vous coûter. » Mais Elena croyait que quelqu'un comme vous, quelqu'un qui avait directement souffert aux mains du consortium, mais qui avait conservé les compétences et la détermination nécessaires pour riposter, était la clé pour les faire tomber. Elle est morte en croyant cela. Le restaurant autour d'eux continuait son élégante pantomime, mais Victoria avait l'impression d'exister dans un monde complètement différent. Un monde où les illusions confortables de la société civilisée avaient été balayées pour révéler la machine brutale du pouvoir qui opérait sous la surface. Elle pensa à Helena Blackwell, une jeune femme qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais qui avait réussi à percevoir sa vraie nature à travers une salle à manger bondée, qui avait reconnu en une serveuse la journaliste qu'elle avait été, la combattante qu'elle pouvait redevenir. « Si je fais ça, dit lentement Victoria, si je m'attaque au consortium et que j'essaie de le dénoncer, je ne pourrai pas y arriver seule. Phoenix est un allié, mais cela ne suffira pas. J'aurai besoin de ressources, de protection, de personnes en qui je peux avoir confiance. » Marcus acquiesça. Helena avait prévu cela. La clé USB contient non seulement des preuves des crimes du consortium, mais aussi des informations détaillées sur leurs opérations. Des refuges dont ils ne connaissent pas l'existence, des canaux de communication qu'ils n'ont pas compromis, des alliés qu'ils n'ont pas identifiés. Elle a passé 6 mois à construire un réseau de personnes qui pourraient soutenir quelqu'un comme vous si le moment venait. Victoria sentit une lueur d'espoir s'allumer dans sa poitrine. Helena Blackwell n'était pas seulement morte en enquêtant sur le consortium, elle était morte en préparant quelqu'un d'autre
à poursuivre son travail. Quelqu'un qui pourrait tirer les leçons de ses erreurs et éviter les pièges qui avaient fini par lui coûter la vie. Il y a encore une chose, dit Marcus d'une voix pressante. Le consortium sait que vous enquêtez sur Meridian Holdings. Il vous surveille depuis des semaines, essayant de déterminer ce que vous avez appris et si vous représentez une menace. La réunion de ce soir sera considérée comme la confirmation que vous êtes passé de la simple curiosité à l'opposition active. Victoria a senti son estomac se nouer. Ils nous surveillent en ce moment? Presque certainement. Mais ils n'agiront pas immédiatement contre vous. Ils voudront voir si vous les menez à la clé USB, à Phoenix ou à tout autre élément du réseau d'Elena qu'ils n'ont pas encore identifié. Vous avez une fenêtre d'opportunité, mais elle ne durera pas longtemps. Le poids de la clé USB dans sa poche semblait augmenter à chaque mot. Victoria réalisa qu'elle ne transportait plus seulement des preuves de crime, mais aussi une cible qui attirerait l'attention de l'organisation la plus dangereuse au monde. Chaque pas qu'elle ferait à partir de cet instant serait observé, analysé, interprété à la recherche de signes de faiblesse ou d'opportunité. Mais parallèlement à la peur, elle ressentait autre chose, un sentiment d'utilité qui avait disparu de sa vie depuis 3 ans. La certitude qu'elle ne se contentait plus de survivre dans un monde qui avait détruit sa famille, mais qu'elle œuvrait activement pour le changer. Helena Blackwell lui avait donné plus que des preuves des crimes du consortium. Elle lui avait donné une chance de se racheter. « Comment puis-je savoir si je peux vous faire confiance ?» demanda Victoria, même si elle soupçonnait déjà la réponse. Marcus sourit, et pour la première fois de la soirée, son sourire semblait sincère. « Vous ne pouvez pas, répondit-il simplement. Mais Helena vous faisait confiance, et elle savait mieux que moi juger les gens. De plus, ajouta-t-il en reprenant son air sérieux, je m'apprête à faire quelque chose qui montrera clairement à toutes les personnes concernées à qui va ma loyauté. » Avant que Victoria n'ait pu lui demander ce qu'il voulait dire, Marcus sortit son téléphone et le posa sur la table entre eux. Avec une précision délibérée, il commença à taper un message, ses doigts bougeant avec l'efficacité d'une personne habituée à mener ses affaires par le biais de communications électroniques. « J'envoie un SMS à mon contact au consortium, expliqua-t-il tout en tapant. Je les informe que j'ai pris contact avec vous, que j'ai déterminé que vous ne représentiez pas une menace pour leurs opérations et qu'ils doivent cesser de surveiller vos activités. » Il leva les yeux vers Victoria, le regard dur. « Cela vous donnera peut-être 48 heures de liberté avant qu'ils ne réalisent que je leur ai menti. Après cela, vous serez livré à vous-même. » Victoria fixe le téléphone, comprenant les implications de ce que Marcus était en train de faire. Il brûlait ses ponts, sacrifiant toute la protection que lui avait apportée sa coopération avec le consortium. Soit il s'agissait d'une ruse élaborée, destinée à gagner sa confiance, soit c'était le pari désespéré d'un homme qui tentait d'honorer la mémoire de sa fille de la seule manière qui lui restait. Marcus appuya sur « Envoyer » et posa le téléphone face vers le bas sur la table. « Voilà, dit-il doucement. Maintenant, nous sommes tous les deux engagés. » Ce simple geste sembla transformer la nature de leur relation. Ils n'étaient pas non plus prédateurs et proies, ni manipulateurs et victimes, mais des alliés réticents, liés par des circonstances qu'aucun d'eux n'avait choisies. Victoria ressentit la montée d'adrénaline familière qui l'avait autrefois poussée à traquer des histoires que des journalistes plus prudents avaient évitées. Le frisson de se tenir au bord d'un précipice immense et dangereux, avec pour seules armes son intelligence et sa détermination pour l'empêcher de tomber. « Que va-t-il se passer maintenant ?» demanda-t-elle. Marcus se leva, laissant plusieurs billets de 100 $ sur la table, bien plus que nécessaire pour payer le trajet de retour et étudier le repas qu'il n'avait pas commandé. « Maintenant qu'Helena t'a quitté, apprends tout ce que tu peux sur leurs faiblesses. Puis attends que le consortium mette en place sa structure et ses méthodes pour que Phoenix puisse entrer en contact. » Il s'arrêta au bord de la table, la regardant avec une expression mêlant inquiétude paternelle et respect professionnel. « Helena pensait que tu étais assez forte pour ce combat, Victoria.
J'espère qu'elle avait raison, parce que si tu ne l'es pas, alors nous allons tous mourir pour rien. Sur ces mots, Marcus Blackwell s'éloigna, traversant le restaurant avec la même prestance qu'à son arrivée. Mais Victoria remarqua quelque chose de différent dans son attitude. Ses épaules étaient en plus détendues, comme s'il venait enfin de se débarrasser d'un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Il avait choisi son camp dans une guerre qu'il avait passé 20 ans à essayer d'éviter, et quoi qu'il arrive ensuite, il y ferait face avec une certaine sérénité. Victoria resta assise à table, sa main se déplaçant inconsciemment pour toucher la clé USB à travers son tablier. Autour d'elle, le restaurant continuait sa danse intemporelle de richesse et de privilèges, mais elle ne faisait plus partie de ce monde. Elle avait franchi le seuil d'un univers plus sombre et plus dangereux, un royaume où les illusions confortables de la société civilisée cédaient la place à la réalité brutale du pouvoir. Mais elle n'était plus seulement une serveuse, servant du champagne à des gens qui ne la considéraient pas comme un être humain à part entière. Elle était l'héritière choisie d'Helena Blackwell, la gardienne de secrets qui pourrait en changer le monde. Et pour la première fois depuis 3 ans, Victoria Chen se sentait vraiment vivante. Le métro brinque-ballait dans les tunnels sous Manhattan, ses lumières fluorescentes projetant des ombres dures sur le visage de Victoria, alors qu'elle fixait son reflet dans les vitres sombres. La clé USB semblait brûler son tablier, même si elle savait que cette sensation était purement psychologique. Pourtant, elle ne pouvait se défaire de l'impression que tous les passagers pouvaient, d'une manière ou d'une autre, sentir ce qu'elle transportait. Elle avait emprunté l'itinéraire le plus détourné possible pour rentrer dans son petit studio, changeant 3 fois de train et faisant 2 fois demi-tour pour s'assurer qu'elle n'était pas suivie. Les compétences qu'elle avait développées en tant que journaliste d'investigation, restées en sommeil pendant 3 ans, se réveillaient comme des muscles qui retrouvent leur force après une longue période d'inactivité. Chaque visage dans la foule était une menace potentielle, chaque coïncidence une possible opération de surveillance. L'immeuble situé dans le Lower East Side témoignait de l'indifférence de New York envers le confort humain. Peintures écaillées, boîtes aux lettres cassées et cages d'escalier qui sentaient le désespoir accumulé depuis des décennies. Mais c'était chez elle, et surtout, c'était anonyme. Victoria monta les 4 étages, le cœur battant non pas à cause de l'effort physique, mais à cause de l'anticipation. Dans son sac à main, à côté de la clé USB, elle transportait la clé qui lui permettrait de comprendre tout ce qui avait détruit sa famille. Dans son appartement, Victoria se déplaçait avec une précision méthodique. Elle vérifia les petits morceaux de ruban adhésif qu'elle avait placés sur le cadre de sa porte et les rebords de ses fenêtres, à la recherche de signes indiquant que quelqu'un était entré pendant son absence. Tout semblait intact, mais elle savait que cela ne voulait pas dire grand-chose face à des professionnels. Elle tira les rideaux et activa la machine à bruit blanc qu'elle avait achetée quelques mois auparavant, officiellement pour l'aider à dormir, mais en réalité pour masquer les conversations provenant d'éventuels appareils d'écoute. Son ordinateur portable était posé sur la petite table de la cuisine, son écran éteint, en veille. Victoria l'avait modifié elle-même, en installant un logiciel de cryptage et des protocoles de sécurité qui rendraient toute surveillance occasionnelle difficile, voire impossible. Elle avait appris à ses dépens que la vie privée n'était pas un droit, mais un privilège qu'il fallait constamment défendre contre ceux qui cherchaient à le lui retirer à leur propre fin. Les doigts tremblants, elle inséra la clé USB dans le port USB. Pendant un instant, rien ne se passa, et Victoria se demanda si l'appareil était endommagé ou si Marcus Blackwell lui avait remis un faux sophistiqué. Puis l'écran s'alluma, affichant une interface simple qui demandait un mot de passe. Victoria fixa l'invite, réalisant qu'elle n'avait aucune idée du code de sécurité qu'Helena Blackwell avait pu choisir. Elle essaya d'abord les combinaisons les plus évidentes. La date de naissance d'Helena, le nom de son père, des variantes de Blackwell Industries. Rien ne fonctionnait. De plus en plus frustrée,
Victoria se cala dans son fauteuil et essaya de penser comme la jeune femme dont l'enquête lui avait tout coûté. Qu'est-ce qui pouvait être suffisamment important pour Helena Blackwell pour servir de clé à l'œuvre de sa vie? Puis elle se souvint de quelque chose que Marcus avait dit à propos de sa fille. Elle était méthodique, responsable, disciplinée. Mais elle enquêtait également sur les crimes de sa propre famille, ce qui suggérait une boussole morale orientée vers la justice, plutôt que vers la loyauté. Victoria tapa un seul mot: Phénix. L'interface disparut, remplacée par une structure de répertoire qui coupa le souffle à Victoria. Des centaines de fichiers, organisés avec une attention obsessionnelle, aux détails qui caractérisaient un esprit d'investigation véritablement doué. Des registres financiers, des journaux de communication, des images de surveillance, des déclarations de témoins, des organigrammes. C'était une autopsie complète du pouvoir américain, mise à nu dans toute sa splendeur corrompue. Victoria ouvrit le premier fichier, intitulé simplement « Aperçu ». La voix d'Helena emplit le petit appartement à travers les haut-parleurs de l'ordinateur portable, claire et déterminée malgré le stress évident qu'elle avait subi lors de l'enregistrement. Si vous entendez ceci, c'est que quelque chose m'est arrivé et que la responsabilité de dénoncer le consortium incombe désormais à quelqu'un d'autre. Je prie pour que cette personne soit plus forte que moi, plus intelligente et plus prudente. L'image de la jeune femme apparut à l'écran, et Victoria fut frappée par sa ressemblance avec son père. La même intelligence perçante dans les yeux, la même présence imposante, même dans un simple enregistrement webcam. Mais là où Marcus Blackwell projetait une autorité froide, Helena rayonnait de chaleur et de compassion sincère. C'était quelqu'un qui était né dans un milieu privilégié, mais qui n'avait jamais perdu de vue son humanité. Le consortium fonctionne selon un principe simple, poursuivit Helena. Ses membres croient que la démocratie est synonyme de chaos, que la liberté est source d'inefficacité et que l'ordre ne peut être maintenu que par l'application concentrée du pouvoir par ceux qui sont suffisamment intelligents pour l'exercer de manière responsable. Ils se considèrent comme les dirigeants légitimes de l'humanité et voient le reste d'entre nous comme des enfants qui ont besoin d'être protégés de leur propre ignorance et de leurs pulsions destructrices. Victoria interrompit l'enregistrement et se cala dans son fauteuil, essayant d'assimiler les implications. Elle avait passé des mois à enquêter sur ce qu'elle pensait être une simple affaire de corruption d'entreprise pour finalement découvrir qu'elle n'avait vu que la partie émergée d'un iceberg bien plus sinistre. Le consortium n'était pas simplement une autre cabale obscure de riches individus poursuivant leurs propres intérêts. Ses membres étaient de véritables croyants, convaincus que leur vision autoritaire représentait le meilleur espoir de survie pour l'humanité. Elle reprit l'enregistrement et la voix d'Helena emplit à nouveau la pièce. La liste des membres que vous trouverez dans le répertoire suivant comprend des noms que vous reconnaîtrez dans les domaines de la politique, des affaires, des médias et du monde universitaire. Des juges de la Cour suprême qui n'ont jamais rencontré d'intérêt corporatif qu'ils ne serviraient pas. Des sénateurs qui votent selon les instructions qu'ils reçoivent par des canaux cryptés. Des PDG qui coordonnent leurs décisions par le biais d'un réseau qui existe complètement en dehors de toute surveillance réglementaire. L'ampleur de la conspiration était stupéfiante. Victoria avait toujours su que la richesse et le pouvoir étaient à concentrer entre les mains d'une poignée de personnes, mais elle avait supposé que ces élites se faisaient concurrence pour dominer. L'idée qu'elles puissent au contraire coopérer, coordonner leurs efforts vers un objectif commun, transforma son compréhension du fonctionnement réel du monde. Mais la véritable révélation, poursuivit Helena, c'est ce qu'il prévoit pour l'avenir immédiat. Le protocole final ne consiste pas seulement à abandonner le simulacre de gouvernance démocratique. Il s'agit de créer une crise si grave que le peuple américain les suppliera de prendre le contrôle. Ils vont provoquer une catastrophe, puis se présenter comme la seule force capable de rétablir l'ordre. Victoria sentit l'eau glacée envahir ses veines. Elle ouvrit le dossier intitulé « Protocole final »
et se retrouva face à un calendrier s'étendant sur les 6 prochains mois. Effondrement économique déclenché par une manipulation coordonnée des marchés, défaillance des infrastructures causée par des sabotages déguisés en attaques terroristes, troubles sociaux fomentés par des campagnes de désinformation ciblées. Chaque élément était conçu pour créer une cascade de chaos qui submergerait les institutions existantes et permettrait au consortium de se présenter comme le sauveur. Le plan était diaboliquement sophistiqué. Plutôt que de s'emparer du pouvoir par la force, le consortium avait l'intention de créer les conditions dans lesquelles le peuple américain renoncerait volontairement à ses libertés en échange de la stabilité. Il s'agissait d'un coup d'État sans effusion de sang, déguisé en gestion de crise. Et Victoria réalisa avec horreur croissante qu'il était déjà en cours. Elle fit défiler les documents financiers montrant les positions courtes massives prises contre des secteurs clés de l'économie. Les registres de communication révélaient la coordination entre les membres du consortium et des acteurs étrangers prêts à déstabiliser les intérêts américains pour le bon prix. Des vidéos de réunion montraient que le calendrier de mise en œuvre était discuté avec l'efficacité désinvolte de cadres d'entreprise planifiant le lancement d'un produit. La voix enregistrée d'Elena revint, désormais lourde d'épuisement et de peur. Phoenix me fournit des informations depuis des mois, mais ils sont piégés dans le système qu'ils tentent de dénoncer. Ils ne peuvent pas agir ouvertement sans se dévoiler, ce qui non seulement mettrait fin à leur utilité, mais leur coûterait probablement la vie. C'est là que vous intervenez, qui que vous soyez. Phoenix a besoin de quelqu'un à l'extérieur qui puisse transformer leurs renseignements en action. Victoria ouvrit le fichier intitulé Phoenix Communications et trouva une série de messages cryptés qui dressaient le portrait d'une personne suffisamment haut placée dans la hiérarchie du consortium pour assister à ses réunions les plus sensibles, mais tourmentée par la culpabilité d'être complice des crimes de l'organisation. Les messages révélaient une personne en proie à des remords, quelqu'un qui avait initialement cru aux objectifs déclarés du consortium, mais qui avait été horrifié par ses méthodes. Je les ai rejoints parce que je pensais qu'ils essayaient de sauver la démocratie d'elle-même, disait l'un des messages. Je croyais à leur argument, selon lequel une gestion professionnelle était préférable à la loi de la rue. Mais je les ai vus manipuler les élections, faire s'effondrer des économies et éliminer tous ceux qui menacèrent leur pouvoir. Ils ne sauvent pas la civilisation. Ils la détruisent et la reconstruisent à leur image. Phoenix avait tout documenté, créant un dossier complet sur les activités du consortium, tout en conservant sa couverture de membre loyal. Mais sa position devenait de plus en plus précaire à mesure que l'organisation se préparait à mettre en œuvre le protocole final. Plusieurs messages récents faisaient état d'une méfiance croissante parmi les autres membres, de tests de loyauté et de contrôles de sécurité qui menaçaient de révéler la véritable allégeance de Phoenix. Elena était censée être ma porte de sortie, avait écrit Phoenix dans ce qui semblait être son dernier message à son intention. Elle avait la crédibilité et les ressources nécessaires pour rendre tout cela public d'une manière qui ne pouvait être ignorée ou supprimée. Mais maintenant, elle n'est plus là, et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui puisse poursuivre cette tâche. Le temps presse, et si nous n'agissons pas rapidement, il ne restera plus rien à sauver. Victoria ferma l'ordinateur portable et s'assit dans l'obscurité de son appartement, essayant d'assimiler tout ce qu'elle venait d'apprendre. La clé USB contenait suffisamment de preuves pour révéler la plus grande conspiration de l'histoire américaine. Mais elle révélait également l'ampleur des forces déployées contre quiconque tenterait d'utiliser ces preuves. Le consortium avait passé 20 ans à infiltrer toutes les institutions susceptibles de s'opposer à lui, créant un système dans lequel les canaux traditionnels de responsabilité avaient été compromis ou entièrement éliminés. Mais Helena Blackwell n'était pas morte dans le désespoir. Elle était morte en croyant que quelqu'un poursuivrait son travail, quelqu'un qui aurait les compétences et la détermination nécessaires pour réussir là où elle avait échoué.
Victoria repensa au dernier message de la jeune femme, enregistré quelques jours avant sa disparition, sa voix calme malgré le danger évident auquel elle était confrontée. Le consortium considère que les gens ordinaires sont des moutons qui ont besoin d'être guidés par leurs supérieurs, avait déclaré Elena. Ils pensent que la démocratie est une expérience ratée et que la liberté est trop dangereuse pour être laissée entre les mains des masses. Mais ils se trompent sur un point fondamental. Ils partent du principe que leurs victimes resteront éternellement des victimes, que les personnes qu'ils ont écrasées ne trouveront jamais la force de riposter. Ils ne comprennent pas que l'oppression engendre sa propre résistance et que la vérité a un pouvoir qu'aucune richesse, ni aucune influence, ne peuvent finalement réprimer. Victoria rouvrit son ordinateur portable et commença à copier les fichiers sur plusieurs disques de sauvegarde, encryptant chacun d'entre eux avec des mots de passe différents. Elle téléchargea certains documents sur des services de stockage, cloud, sécurisés, créant ainsi des copies redondantes qui survivraient même si quelque chose lui arrivait. L'enquête d'Elena ne mourrait pas avec elle, ni avec Victoria. Tout en travaillant, Victoria ressentit cette vague familière de détermination qui l'avait autrefois poussée à dénoncer les politiciens corrompus et les malversations des entreprises. Pendant 3 ans, elle avait survécu, acceptant la destruction de sa famille comme le prix à payer pour vivre dans un système conçu pour profiter à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. Mais Helena Blackwell lui avait donné quelque chose de plus précieux que des preuves. Elle lui avait donné l'espoir que le système pouvait être changé, que l'invincibilité apparente du consortium n'était qu'une illusion entretenue par la peur et la résignation. La première étape consistait à établir le contact avec Phoenix. Les dossiers d'Elena contenaient des instructions détaillées pour un système de passe-partout, une série de messages codés et des lieux prédéterminés où les informations pouvaient être échangées sans contact direct. Victoria mémorisa les protocoles, puis les effaça de son ordinateur portable, comprenant que ces informations n'existaient désormais plus que dans son esprit et dans celui de Phoenix. Demain, elle retournerait à son travail au Le Bernardin, servant du champagne et du caviar à ceux-là même qui avaient détruit sa famille. Mais elle ne serait plus invisible. Elle observerait, écouterait, recueillerait des informations sur les opérations du consortium à partir de leurs propres conversations. Ils avaient commis l'erreur de supposer que leur victime resterait à jamais impuissante. Victoria Chen avait l'intention de leur prouver qu'ils avaient un tort. Elle pensait à son père, brisé par des forces qu'il n'avait jamais comprises. À son frère, mort parce que des bureaucrates anonymes avaient décidé que sa vie ne valait pas la peine d'être sauvée. À Helena Blackwell, assassinée pour avoir osé révéler la vérité sur le pouvoir américain. Leur sacrifice ne serait pas vain si Victoria trouvait la force de poursuivre leur combat. La clé USB était posée sur la table de sa cuisine, petite et insignifiante, mais contenant le pouvoir de remodeler le monde. Victoria la prit et la tint à la lumière, s'émerveillant qu'un objet aussi minuscule puisse contenir des secrets aussi explosifs. Helena Blackwell était morte pour lui donner cette chance. Phoenix risquait tout pour la soutenir. Le moins qu'elle puisse faire était de se montrer digne de leur confiance. Dehors, la ville continuait sa danse effrénée entre ambition et désespoir, inconsciente que les fondements mêmes de son existence étaient sur le point d'être remis en question. Victoria Chen, ancienne journaliste d'investigation devenue serveuse, puis révolutionnaire malgré elle, s'apprêtait à entrer sur un champ de bataille où l'enjeu n'était rien de moins que l'âme de la démocratie américaine. Et pour la première fois en 3 ans, elle se sentait vraiment prête à se battre. Le lendemain matin, arriva avec l'indifférence implacable d'une ville qui ne s'arrêtait jamais pour s'intéresser aux révélations individuelles. Victoria se tenait devant le miroir de sa salle de bain, étudiant le reflet d'une femme qui semblait identique à celle de la veille, mais qui se sentait fondamentalement transformée. Le visage qui la regardait reflétait toujours la fatigue de quelqu'un qui avait passé 3 ans au service des autres,
Mais il y avait quelque chose de nouveau dans ses yeux, une étincelle de détermination qui était restée trop longtemps en sommeil. Elle enfila son uniforme habituel, lissant le tissu noir qui était devenu une sorte d'armure contre les cruautés quotidiennes du monde. Mais aujourd'hui, l'uniforme lui semblait différent. Ce n'était plus seulement un vêtement, c'était un camouflage. Un déguisement qui lui permettrait de se déplacer dans les plus hautes sphères du pouvoir, tout en restant invisible aux yeux de ceux qui tiraient les ficelles de la démocratie américaine de leurs mains manucurées. Le trajet en métro pour se rendre au travail était un exercice de paranoïa contrôlée. Victoria se surprit à cataloguer chaque visage, chaque geste, chaque écart par rapport au schéma habituel de l'anonymat urbain. L'homme d'affaires qui lisait le Wall Street Journal avec une intensité inhabituelle. La femme en vêtements de marque qui semblait regarder tout le monde, sauf Victoria. L'agent d'entretien dont le regard s'attardait un peu trop longtemps sur son reflet dans la vitre du train. Elle en savait suffisamment sur la surveillance pour savoir que les observateurs professionnels étaient habiles à se fondre dans la foule. Mais elle savait aussi que les ressources du consortium étaient suffisamment vastes pour déployer plusieurs équipes si nécessaire. Le SMS de Marcus Blackwell lui avait accordé un répit temporaire, mais cette protection s'évaporerait dès qu'il se rendrait compte qu'il les avait trompés. Le Bernardin se dressait comme un monument à la civilisation raffinée, sa façade élégante cachant les réalités brutales du pouvoir qui, comme Victoria le comprenait désormais, opérait entre ses murs. Elle entra par l'entrée du personnel, accomplissant le rituel familier de l'enregistrement et se préparant à une nouvelle journée au service des personnes qui avaient façonné son monde à son insu et sans son consentement. La réunion matinale était routinière, mais Victoria se surprit à écouter d'une oreille nouvelle, tandis que Philippe passait en revue les réservations et les demandes spéciales du jour. Des noms qui n'étaient autrefois que des syllabes, dénués de sens, avaient désormais un poids et une signification. Un dirigeant pharmaceutique dont la société avait été mentionnée dans les dossiers d'Elena. Un entrepreneur de défense dont les relations avec le consortium étaient détaillées dans les communications de Phoenix. Un magnate des médias dont les médias avaient été utilisés pour diffuser des informations mensongères soigneusement élaborées. Ils venaient tous déjeuner aujourd'hui, se réunissant dans l'élégante salle à manger pour discuter de questions qui allaient affecter des millions de vies. Et Victoria serait là, invisible et ignorée, portant dans sa mémoire la connaissance de leurs crimes et les preuves de leur complot. Victoria, la voix de Philippe, interrompit ses pensées. La table 7 vous a spécifiquement demandé pour leur service de déjeuner. Une fête privée, des clients très importants. Il lui tendit une carte de réservation et Victoria sentit son sang se glacer en lisant les noms. 3 membres du consortium, dont un dont elle reconnut la voix grâce aux enregistrements de surveillance d'Elena. Ce n'était pas une coïncidence. Quelqu'un avait fait en sorte qu'elle serve cette table en particulier, et il n'y avait que 2 explications possibles. Soit le consortium soupçonnait son implication et testait ses réactions, soit Phoenix avait en quelque sorte orchestré cette mission pour faciliter le contact. Quoi qu'il en soit, Victoria comprit que les prochaines heures détermineraient si elle vivrait pour poursuivre le travail d'Elena ou si elle rejoindrait celle-ci dans le sort qui avait frappé la fille idéaliste du milliardaire. Elle passa le temps de préparation restant à revoir tout ce qu'elle avait appris grâce à la clé USB, mémorisant les noms et les liens jusqu'à ce que le réseau de corruption lui soit aussi familier que la disposition de la salle à manger du restaurant. Lorsque le service du déjeuner commença, Victoria s'acquitta de ses tâches avec une précision mécanique, servant les riches clients habituels tout en gardant un œil sur la table 7. Ils arrivèrent précisément à midi, 3 hommes dont la fortune combinée aurait pu acheter de petits pays et dont l'influence collective s'étendait à toutes les branches du gouvernement. Le sénateur William Hartwell, dont le bilan de vote correspondait parfaitement aux intérêts du consortium, malgré son image publique
de réformateurs populistes. James Morrison, PDG d'un conglomérat médiatique qui façonnait l'opinion publique par une manipulation minutieuse de l'information. Le docteur Richard Steinberg, dont l'empire pharmaceutique s'était enrichi en créant une pénurie artificielle de médicaments vitaux. Victoria Chen quitta le Bernardin pour la dernière fois, mais elle n'était plus la même serveuse brisée qui y était entrée 3 ans auparavant. La clé USB dans sa poche palpitait comme un cœur, porteuse du pouvoir de renverser des empires bâtis sur des mensonges. Phoenix avait pris contact grâce à un message codé caché dans une commande de vin, confirmant que le combat pour lequel Helena Blackwell était morte était loin d'être terminé. Alors que les lumières de la ville défilaient derrière la vitre du taxi, Victoria sourit pour la première fois depuis des années. Le consortium pensait régner sur le monde, mais il avait oublié quelque chose d'essentiel. Parfois, la personne la plus dangereuse dans une pièce est celle que personne ne remarque.